La maison Jean-Paul Gaultier, une maison qui incarne aux yeux du monde le chic à la française, a annoncé l'arrêt de ses collections haute couture. Jean-Paul Gaultier, c'est le seul créateur qui a su rester pendant près de 50 ans l'enfant terrible d'une mode qui ne jure que par le jeunisme. C'est avec 50 ans de joie, de fêtes et de paillettes qu'une page entière de l'histoire de la maison Gaultier se tourne. Cette dernière présentation ne signe pas l'arrêt de la maison Jean-Paul Gaultier. Nous sommes allés à la rencontre de Donald Potard, ancien président et cofondateur de la maison. Avec lui, on a parlé de jupes pour hommes, de Saint-Conique, de la folie Jean-Paul Gaultier, mais aussi du sida et comment le créateur à la marinière a réussi à faire parler la mode pour faire changer les mentalités. On s'est posé beaucoup de questions et la première était de savoir si l'on était prêt. C'est moi, ça va, c'est lui qui est pas prêt. Kialad, c'est bon pour toi? Non, C'est pas bon pour lui. Ok, bah très bien. Je fais le clap. Okay. Clap. Bonjour Donald Potard. Bonjour Galad, ça va bien? Ça va et vous? Bien, je vous remercie. Vous avez présidé la maison Jean-Paul Gaultier de 1976 à 2005. Oui. Et aujourd'hui, on a la chance de vous recevoir avec l'annonce de l'arrêt des collections haute couture de Jean-Paul Gaultier. Oui, c'est vrai, c'est un clap de fin. C'était aussi peut-être une renaissance, c'est-à-dire quelque chose de différent. Ça n'allait pas être la fin. Bon, d'après Jean-Paul Gaultier lui-même, ça ne va pas être la fin. Il a décidé, dans une petite présentation, de dire que Gaultier Paris n'était pas terminé. Gaultier Paris, c'est la ligne couture. Mais que c'était une initiative personnelle. Donc voilà, c'est une page qui se tourne, 50 ans de 50 ans de mode. De mode, folie. De folie et surtout qui a accompagné des changements de mentalité. Et est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours? Mon parcours. Alors mon parcours a commencé à la Sorbonne. D'accord. À Paris 3 en fait, à la Sorbonne Nouvelle, en lettres, où j'étais à l'Institut d'études théâtrales et donc j'ai étudié avec des gens absolument formidables comme Bernard Dort ou Anne Ubersfeld, qui sont des grands théoriciens du théâtre. Et donc j'ai cette formation de théâtrologue. Jean-Paul Gaultier, qui était un ami de maternelle, est venu me chercher en me disant « Écoute, est-ce que tu pourrais pas mettre en scène mes défilés ?» La mise en scène, c'est quelque chose que je commençais un petit peu à posséder. Et je dis, écoute, pourquoi pas? Donc, j'ai mis en scène ces premiers défilés. Et puis, finalement, un jour, une période où j'avais un petit creux dans le théâtre, il m'a dit, écoute, viens travailler avec moi. Finalement, j'ai besoin de quelqu'un comme toi. Et j'ai travaillé avec lui à la fois pour les défilés, mais également pour la presse, tout ce qui était communication, en fait. Oui, vous avez dirigé, en fait, la communication. J'ai dirigé la communication, et puis très rapidement, on a monté une société. Et ensuite, j'ai dirigé donc, cette maison jusqu'en 2005, absolument. D'accord. En faisant beaucoup de choses différentes, hein, parce qu'une maison de mode, moi, alors, je sais ce que c'est que la mise en scène, je sais ce que c'est que la direction d'entreprise, parce que quand on travaille dans le théâtre, on sait ce que c'est qu'une troupe de théâtre. Et donc, moi, j'ai dirigé pendant 15 ans cette maison, comme on dirige une troupe de théâtre. Le matin, le rideau se lève, on joue une tragicomédie, et puis le soir, le rideau tombe, et on rejoue autre chose. C'est comme ça que j'ai vu... C'était beaucoup de mélodrames, j'imagine. Bon, c'était, une tragicomédie, c'est un peu du Shakespeare, quoi, vous voyez. J'imagine il y a eu absolument tout, du tragique, du comique, de l'extravagant. Beaucoup d'extravagance, et surtout beaucoup de... chez Gaultier, le prêt-à-penser n'existe pas. Donc c'est un vrai créatif, c'est un vrai créateur qui repousse toutes les limites du politiquement correct pour le transformer. Et ça, c'est passionnant. Ça, c'est ce qui m'a intéressé. Parce que la longueur de l'ourlet entre nous, Galad, la mode, c'est de la sociologie. Et ça, c'est passionnant parce que en regardant des défilés de mode, en regardant la façon dont les gens sont habillés aujourd'hui, hier, on voit la différence de façon de s'habiller. Sous Louis XV, où les hommes sont un peu comme des pans, avec des choses de toutes les couleurs. Et puis aujourd'hui, on est tous en noir. Mais en noir Gaultier. Mais en noir Gaultier, voilà, c'est un vieux caban que j'adore parce qu'il est inspiré de motifs bretons. Exactement. Voilà, j'ai un peu de sang breton, voilà. C'est parfaitement intéressant parce que le métissage, ça a toujours été quelque chose d'important chez Gaultier. Métisser les cultures, essayer de faire des mélanges, c'est un peu de l'alchimie, de la chimie. Le caban et donc les motifs bretons
C'est un peu tout ce qui fait la marque de fabrique de Jean-Paul Gaultier, de mettre de l'extravagant dans ce qui était à la base quelque chose de très classique. Il a été le premier à faire les castings sauvages, Oui, absolument. à essayer de mettre sur le podium toutes les morphologies, tous les types de visages, tous les types de peau surtout. Oui. Alors, les types de peau, c'est pas lui qui a commencé. Hein. C'est Paco Rabanne et Yves Saint Laurent Oui. qui ont fait défiler des noirs pour la première fois. Mhm. Des mannequins noirs, ça n'existait pas. Parce que, et surtout en couture, à cause des acheteuses américaines, il n'y avait pas de mannequins noirs sur les podiums. On est un peu après la fin de la ségrégation aussi, de toutes les lois discriminantes aux États-Unis. Absolument, absolument, c'est à cette époque-là. Donc, c'est quand même Saint Laurent et également Paco Rabanne qui ont commencé. En revanche, les changements de morphologie, ça c'est vraiment Gaultier. Oui. Les petites, les rondes, les très rondes. Oui, il y avait Bess Ditto. Bess Ditto, et ça n'a pas été la première, il y en a eu d'autres. Il y a eu. Nabila. Oui. Le fait que Jean-Paul Gaultier, il ait mis des jupes aux hommes, qu'il ait un peu cassé cette image du marin viril, puisqu'il a fait la marinière, et après c'est devenu vraiment le symbole et une des pièces iconiques de la maison Jean-Paul Gaultier. Ouais. Est-ce que ça a permis aux cultures gays, aux cultures punk, aux cultures qui étaient un peu ostracisées à cette époque, on est dans les années 80-90 à ce moment-là, est-ce que ça a permis de faire changer des choses? À l'époque, le monde était très très normé. Oui. On veut dire, la société était extrêmement normée. Et donc, il a fallu donner un coup de pied dans la fourmilière. En fait, tout est parti d'un voyage que j'ai fait avec Jean-Paul quand on avait 18 ans, 19 ans à peu près, en Écosse. Parce que je suis d'origine écossaise et je voulais voir l'Écosse, je voulais voir les kilts, je voulais voir. Et on est tombé on est allé à Drumheadrock, qui est le petit tout village qui se trouve au Loch Ness. Ah oui, d'accord. On n'a pas vu de monstre, mais on a vu des gens tout à fait charmants qui nous ont invités et qui nous ont fait porter des kilts. Donc c'était la première fois que Jean-Paul portait un kilt, il mettait une jupe. Et du coup, c'est rentré. Et puis, ça est ressorti plusieurs années après. Pourquoi pas faire des jupes pour hommes? Les Écossais en portent et c'est pas des fillettes. Hein. Oui. Le sport national, c'est le lancer de tronc d'arbre, hein, je le rappelle. Et donc, ce qu'il a voulu montrer, c'est qu'il y a de la féminité dans chaque homme et de la virilité aussi dans chaque femme. On n'est pas... sans faire de la théorie du genre, on n'est pas 100% masculin et 100% féminin. C'est beaucoup plus complexe. Bien sûr. Et donc, mettre une jupe pour homme, plus le mec qui porte cette jupe est viril, plus ça fonctionne. Oui. Parce qu'il faut se rappeler quand même que dans le monde, plus de 60% des hommes portent des jupes ou des robes. Oui, avec les djellabas, avec les djellabas, avec tout le Moyen-Orient. Il n'y a pas que le monde occidental. Hein. Oui, il n'y a pas que le monde européen qui est là. Et effectivement, c'était le premier aussi à défendre Rick Owens quand il avait fait ses tenues qui laissaient juste apercevoir le pénis des mannequins. Oui, bien sûr. Il a été le premier à le défendre parce que sous les kilts, on ne porte pas de sous-vêtements. Non, dans la tradition. Sinon ça s'appelle une jupe. Ça a été un peu le moteur en fait, de toutes les années 80-90 et même après, même jusqu'à son dernier défilé de Jean-Paul Gaultier. Ben oui, parce qu'il faut... la mode, c'est quoi aussi? C'est jouer avec le corps. Faire un vêtement, c'est d'abord habiller le corps, ou le déshabiller, le mettre en situation. Et puis, c'est une prise de position. Une prise de position à la fois sur on l'a dit, l'identité, mais également position politique. Par exemple, un exemple, c'est le corset, Madonna. Oui. Le fameux corset Madonna. Symphonique, oui. Jadis, quand les femmes portaient des corsets, elles étaient obligées de les faire. Oui. C'était la mode. On ne pouvait pas ne pas porter un corset. Et puis voilà que Chanel arrive, jette le corset, Vionnet, etc. On jette le corset à la poubelle. Et donc aujourd'hui, si une femme veut porter un corset, c'est pas parce qu'elle doit le porter, c'est parce qu'elle veut le porter. Donc finalement, c'est une affirmation de sa féminité, c'est même une lutte, une prise de position féministe. De revendiquer le fait de porter un corset, absolument. Donc c'est politique. C'est pour ça que je dis que la mode, c'est de la sociologie. Parce que porter un corset dans les années 1910, c'est pas la même chose que de porter un corset en 2010. D'un côté, c'est une soumission, de l'autre, c'est une affirmation de soi. Oui. Voilà, ça, c'est quelque chose d'important.
D'accord. Et ça, c'est beaucoup de choses que Jean-Paul a dit dans son parcours de mode. Cette image de mode qui fait partie d'une des plus emblématiques des années 80, quand Madonna avait porté le fameux bustier au sein conique, Oui. qui vient en fait de Jean-Paul Gaultier, qu'il avait fait sur son ours, Nana. Oui. C'est une histoire qu'on connaît et qui maintenant est devenue un mythe plus que de l'histoire, avec un petit H, quoi. Mais c'est vrai que là, il y a eu une rencontre avec Madonna. J'ai eu la chance De la rencontrer elle-même. d'y assister, de la rencontrer, de la fréquenter. Moi, évidemment, je ne participais pas, je ne suis pas un créateur ni un styliste, mais j'étais là comme directeur de la maison. Et justement, dans la position dans laquelle vous étiez, est-ce que vous avez à un moment donné dans votre carrière avec Jean-Paul Gaultier dû lui dire qu'il allait trop loin? Parce qu'on a l'impression qu'il a toujours été avec ce credo de vouloir casser les codes, être un peu provoque. Mais est-ce qu'il y a un moment donné où Jean-Paul Gaultier vous a proposé des idées et vous lui avez dit ça va peut-être pas marcher et ça peut mettre en danger la maison? Alors, ou c'était pas du tout le si, style. parce que ça a toujours été un dialogue. J'ai toujours eu la chance de pouvoir dialoguer avec lui. Après, il en faisait ce qu'il en voulait. Mais j'ai toujours été très franc en lui disant, écoute, ça, je pense pas que ce soit une bonne idée, ou alors, il faut la retravailler. Parce que il a quand même ce don non pas de prédire l'avenir, mais comme un sociologue, de pouvoir se projeter. Le problème avec les créateurs, pas seulement Gaultier, mais la plupart des créateurs, c'est que quand ils changent d'idée, ils sautent avec 5 ans d'avance. Ils ont des éclairs de génie comme ça, parce que ça, pour moi, c'était vraiment un éclair de génie. Sauf qu'il faut un public qui suive. Et quand le public ne suit pas, voilà. Ça reste une industrie là-bas. Voilà. Qui est aussi très problématique chez les créateurs, c'est que quand quelque chose marche, c'est que c'est suspect. Par exemple, Jean-Paul avait sorti une ligne extraordinaire de t-shirts en tulle, à manches longues, avec des imprimés tatouages. Oui, alors c'était génial parce que c'était pas une époque où les gens étaient comme aujourd'hui tatoués la moitié du corps, les bras, etc. Oui. Le tatouage c'était quand même quelque chose de politiquement tout à fait incorrect. Qui était pour les marginaux. Qui était pour les marginaux, pour les paumés, pour les SDF, mais certainement pas pour les femmes du 16e. Oui, d'accord. Et là, d'un seul coup, elles enfilaient ce t-shirt en tulle et elles étaient tatouées pour la journée. Donc ça avait à la fois un côté incorrect, mais qui n'abîmait pas la peau. Et on en a vendu des tombereaux. Mais des tombereaux, ça faisait le plus gros chiffre d'affaires. Et non seulement on en a vendu des tombereaux, mais on en a vendu des tombereaux pendant des années. Bientôt, on vendait plus de mailles de ces t-shirts que de mode elle-même. Ah oui, d'accord. Et donc là, pour Jean-Paul, par exemple, il y a eu il a senti comme un danger. Il a dit, on arrête tout. Je dis, là, ça va pas être possible. Ça va pas être possible, ça va pas. Qu'est-ce qu'il y a? D'accord, on arrête, mais qu'est-ce qu'on remplace par quoi? On verra. Je dis, ah non, ça, on verra pas du tout. Et on a continué à faire cette ligne. En plus petit, on a fait 10 modèles par saison. Voilà, il a dessiné 10 modèles par saison. Oui. Et ça a continué à se vendre comme des petits pains. Francis Menuge, avec qui vous avez fondé la maison Jean-Paul Gaultier. Oui. Et donc, qui est mort de la maladie. Oui, hélas. On appelait la maladie dans les années 90, oui, surtout à la fin des années 80. On voulait pas appeler cette maladie par son nom. Qui s'appelle le sida. Ça s'appelle le sida et il est mort assez rapidement parce que c'était une époque où il n'y avait pas de trithérapie. Voilà. Et on a fait tout ce qu'on pouvait. Moi, j'allais à Boston tous les mois pour rapporter des USA des médicaments qu'on ne trouvait pas en France. J'ai fait ça pendant des mois. D'accord. Mais malheureusement, ça a retardé, mais ça n'a pas empêché quoi que ce soit. Et donc, il nous a quittés en 90. C'était vraiment terrible parce que c'était d'abord un ami de lycée. Oui.
Vous étiez en fait une équipe, une En sorte fait, de non, groupe? je l'avais rencontré au lycée, c'était un copain, et puis je l'ai fait rencontrer à Jean-Paul, et puis Ils sont tombés ils se sont amoureux. rencontrés, ils sont tombés amoureux, ils ont vécu ensemble, voilà. On se bat contre quelque chose qui est désespérant, quoi, quand on sait qu'à l'époque, il n'y a pas de remède pour C'est quelque chose, irréversible, en fait. et c'est irréversible. Et puis il n'y avait que Francis, j'ai perdu Oui. la moitié de mon carnet d'adresses, hein, tous mes copains, tous mes potes Oui, c'était une époque où de on l'époque. rayait, c'est ça, les noms du carnet d'adresse. C'est affreux, oui, parce que oui. Et c'était terrible. Et je suis allé à tellement d'enterrements à cette époque. On passait notre temps à pleurer. C'est comme ça aussi qu'on a créé des grands dîners pour lutter contre le sida. À l'époque, c'était Arcade Sida, Oui. qui est devenu SIDAction. Et puis aujourd'hui, moi, j'ai fondé Link depuis 10 ans. Co-fondé avec des amis, Link, qui travaillent pour Aide. Et on organise là aussi des grands dîners, des grandes soirées pour Aide, pour apporter de l'argent pour la prévention et surtout pour les tests. Oui. Voilà, ça c'est important. Il ne faut tests. pas être tout seul quand on lit le résultat. Oui. Donc nous on préfère quand il y a un accompagnement. Que ce soit par Aide justement quand ils ont leur petite camionnette dans le marais où voilà ils font le test mais on les envoie pas faire un tour voilà, au BHV, hein. On les garde, on les donne, on leur apprend. Et puis il y a aussi le spot pour arriver à un Paris sans sida. C'est dans les fin des années 80, début des années 90, où il y a eu cette hécatombe dont vous parliez. Et si je peux me permettre le parallèle, Karl Lagerfeld avait aussi perdu son ami, Jacques de Bacher. Et Bien à sûr. la différence de Karl Lagerfeld et de Jean-Paul Gaultier, c'est qu'il n'y a pas eu de voile noir en fait, qui a été posé sur la maison. Dans les années 90, on arrive à un moment de la mode où c'est devenu très minimaliste. Et c'est là aussi où Martin Margiela, ou Gilles Sander, ou Yohji Yamamoto, qui sont vraiment portés sur le minimalisme, ont commencé à vraiment avoir une vraie puissance sur le milieu. Et Jean-Paul Gaultier, j'ai l'impression qu'il est toujours resté à peu près aussi à contre-courant, parce que au même moment, en fait, donc l'année où Francis Munich décède du sida, il habille Madonna avec ce fameux corset au sein conique. Et après, il fait les jupes pour hommes. Après, il continue en fait toujours dans cette lancée créative et en essayant de toujours transmettre cette joie, cette sympathie. Et donc, comment est-ce que vous avez réussi à être une maison un peu en dehors des autres à ce moment-là? C'est qu'on a toujours été en dehors des autres, d'accord. À la mort de Francis, moi, je me suis dit bon, il faut consolider la maison. On a travaillé là-dedans immédiatement de façon à se secouer, à ne pas rester apathique. L'année même, en 90, je suis allé à Tokyo. Et donc, j'ai signé avec Shiseido pour le parfum. Et donc, on a commencé à travailler sur le parfum Gaultier, qui a eu un succès et qui a toujours un succès mondial. Hein, c'était dans le top 10. En 93, la femme, en 95, le mâle. Et ça a été une expérience formidable. Ça nous a permis de passer à une autre aventure, à quelque chose d'un peu... Voilà. Ensuite, j'ai signé avec, quelques années plus tard, avec Hermès. Oui. Que j'ai fait rentrer dans le groupe. Le groupe soit assuré d'avoir un partenaire extraordinaire. On ne peut pas rêver mieux que d'avoir un partenaire comme Hermès. Trouvez-moi un partenaire plus beau, plus élégant, plus intelligent, plus... Et qui représente dans le monde entier cette idée du savoir-faire de la mode française et qui a Absolument. Absolument. Et donc, au bout d'un moment, même Jean-Paul est devenu directeur artistique de Hermès. C'est une grande tristesse parce que c'est un mode d'expression extraordinaire, la couture. Ça l'est toujours. Ça l'est toujours parce qu'on me dit ça veut dire peut-être que la couture est morte. Je dis, non. Regardez, Balenciaga fait de la couture. Puis moi, ça me plaît de voir des maisons de devenir plus créatives et comprendre qu'on a besoin d'image. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'image qui fait tout tourner. Effectivement. Sans couture, à mon avis, ça a moins bien tourné. Et justement, vous avez été président aussi de la Fédération française de la couture et du prêt-à-porter. Alors, j'étais président, non pas la fédération, c'était Didier Grandbach. Et moi, j'étais président de la chambre syndicale de la couture et du prêt-à-porter des couturiers. Alors, j'étais président de la Fashion Week, puisque surtout, son premier job, c'est d'organiser le calendrier des collections. Et donc, vous délivrez les labels pour que les maisons puissent avoir... Alors, on délivre des labels, tout à fait, pour la haute couture, par exemple. Justement, Jean-Paul Gaultier, qui termine son cycle en fait, de la haute couture, a dit dans son communiqué de presse qu'il allait se tourner vers une nouvelle conception de production de vêtements à partir de vêtements déjà utilisés. Donc, ce qu'on appelle aujourd'hui l'upcycling.
Oui, alors ça, c'est pas nouveau, C'est pas nouveau du tout. pour lui en Pour tout lui, cas, oui. parce que il a toujours fait ça. Dès son premier Il look, a toujours fait ça, il a toujours fait ça. Les jeans, réutiliser les jeans pour faire des robes de couture, des vieux jeans, des jeans à lui, Oui, ses propres jeans. ses propres jeans déchirés, recousus pour faire des robes en jean, pour le prêt-à-porter ou pour la couture. Il a fait ça depuis le départ. Puis il a fait des boucles d'oreilles avec des boules de thé, Oui, par exemple, avec le petit crochet qui servait, ce genre de choses. Donc ça a été vraiment un précurseur. Alors, sans volonté réellement d'être écologique ou de faire du greenwashing. Mhm. Non, non, pour lui, c'était réutiliser, refaire du neuf avec du vieux. Mais Et avec en revanche, l'idée est excellente parce que ça fait retravailler quelque chose. Ça, il a toujours adoré cet art de raccommoder les restes. D'accord. Finalement, d'accorder les restes et de faire quelque chose de nouveau avec quelque chose d'ancien. D'accord. C'est aussi une forme de métissage. Et donc aujourd'hui, avec les considérations environnementales, les mentalités qui changent, avec Balenciaga qui a fait il y a quelques années, il me semble l'année dernière ou l'année d'avant, un défilé entièrement en collaboration avec le World Food Programme. Est-ce que, on disait tout à l'heure, Jean-Paul Gaultier ne tire pas encore vraiment sa révérence? Je pense qu'il y a suffisamment de vêtements et suffisamment de centaines de vêtements pour qu'il puisse les recycler, les retravailler, sans problème, mais comme il a toujours fait finalement, fait intelligemment. Ce qu'il faut, c'est que ça ait du sens. Hmm. Et que ça a du sens et qu'on comprend et que le public comprend, ça fonctionne. Et dans son dernier défilé, c'est ce qu'il a commencé à faire d'ailleurs, parce que les 200 modèles, c'est pas 200 nouveaux modèles, ça a été du recyclage d'anciens modèles. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Tant que ça tient et que les coutures craquent pas, il n'y a pas de raison. Très bien, merci Donald Potard. Ça a été un plaisir, Galade.